Merci en particulier à Nicolas Duvaux pour m'avoir invité à participer à cette journée d'études. En fait, donc ma communication, comme tu l'as dit, va porter sur l'offre de repas charitables à Londres à la fin du 19e siècle. Je ne sais pas pourquoi, en me relisant, j'ai vu que j'avais écrit ou la philanthropie à l'anglaise. Je pense que c'était pour faire écho au titre de la journée d'études. Ça ne fait pas de moi pour autant quand même une spécialiste de la philanthropie anglaise. Je vous en livrerai juste un aperçu à travers la question des repas charitables. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais dire quelques mots du projet Europhil, puisque cette communication, en fait, j'ai pas mis ça, fait partie d'une recherche collective qui est menée donc dans le cadre de cette ANR, dirigée par Christian Topalov, et qui vise à comparer les mondes et les activités charitables à Paris, à Genève, à New York et à Londres au tournant du XXe siècle. Donc, évidemment, la philanthropie a déjà beaucoup été labourée, on va dire, dans ces villes, mais le point nodal en fait, du projet se situe autour d'un matériau assez particulier par lequel nous abordons le monde charitable, puisque nous avons pris comme source principale pour ces 4 villes les répertoires charitables. Donc, en effet, tout au long du XIXe siècle et au début du XXe, ont été publiés de nombreux répertoires charitables qui donnaient des listes et de brèves descriptions des œuvres de bienfaisance à l'échelle d'une ville. Ces documents dans lesquels les mondes charitables se décrivent eux-mêmes constituent une source finalement très très riche d'informations. Nous sommes notamment partis de l'idée selon laquelle le recensement des institutions charitables par des hommes qui voulaient s'en instituer les porte-paroles était en lui-même une action. Définir, c'était agir, et les répertoires avaient dans une large mesure un aspect performatif, en tout cas c'est comme ça qu'on les utilise. Donc, on s'explique plus longuement sur cette démarche en fait, dans un premier article commun sur l'ensemble des 4 villes qui a été publié récemment dans la RHMC, dans lequel nous poussons la logique jusqu'au bout, puisque la source, donc les répertoires, sont devenus l'objet même de l'enquête. Je n'en dis pas plus, mais voilà, vous pouvez toujours vous reporter à ce papier. Donc, les répertoires permettent non seulement d'observer comment les philanthropes décrivent leurs propres actions, mais ils contiennent d'autres informations disponibles pour l'analyse, des informations nominatives à la fois sur les sociétés, mais sur le personnel en fait de ces institutions elles-mêmes, mais également des informations de type topographique, puisqu'on dispose d'une série d'adresses des institutions et parfois du personnel, ce qui permet aussi de faire des très belles cartes comme tu as présenté à l'instant. On peut faire un travail classificatoire sur ces répertoires, on peut faire une analyse lexicale, enfin bref, il y a énormément de ressources. Et donc c'est sur un des répertoires londoniens que nous avons et que nous continuons à travailler avec Stéphane Bacciochi, qui est ingénieur d'études à l'EHESS, et Graham Baker, qui est postdoc à l'université d'Oxford, répertoire de la Charity Organization Society, que j'appellerais CES, pour l'année 1890. Donc ça c'est juste pour vous montrer en fait la couverture de ce répertoire. Alors peut-être juste un mot. Les institutions y sont classées par grandes rubriques. Il y en a 14. Donc vous voyez, les institutions apparaissent qu'une seule fois dans le répertoire, Relief in Affliction, in Sickness, etc. Donc c'est un classement opéré par les membres de la COS eux-mêmes. Ces grandes catégories sont elles-mêmes sous-divisées en rubriques. C'est tout petit, hein, je ne sais pas si vous voyez en fait. Et chaque institution y est représentée sous la forme d'une notice. Je vous en montre une ici, par exemple. Donc c'est celle d'une soup kitchen, puisqu'on va en reparler tout à l'heure. Mais la plupart des notices se présentent de la même manière. Vous avez l'objet, vous avez les modalités d'admission. Parfois est précisée la population. Ça peut être, je ne sais pas moi, les garçons orphelins de 5 à 11 ans qui sont admis. Vous avez les modes de management. Parfois les revenus, voilà, et puis le nombre de personnes qui ont été secourues par cette institution. Dans le répertoire de 1880, alors pourquoi 1890, alors qu'on travaillait sur plutôt 1900, tout simplement c'est parce que il fait 1 millier de pages à peu près, on l'a saisi complètement, et il se trouve qu'il était disponible en ligne, en PDF, ce qui est beaucoup plus facile, c'est les contingences de la recherche, mais on a regardé toutes les autres éditions par ailleurs, et on peut vous dire exactement quelles sont les différences d'une édition à l'autre, et celui-là n'est pas si différent de celui de 1900. Il y a à peu près 1600 institutions recensées dans ce répertoire. Alors la COS, peut-être encore un mot aussi quand même, elle est fondée à Londres en 1869, elle se fixe pour objectif principal d'encadrer et de coordonner l'offre de secours aux indigents à l'échelle de Londres
en promouvant les principes de la charité scientifique, dont a un petit peu parlé Lisa ce matin, la scientific charity. Elle veille en particulier, et c'est ça qui nous intéresse peut-être ce matin, à la coordination des secours qui sont fournis d'une part par les Poor Law et d'autre part par les très très nombreuses institutions philanthropiques à l'échelle de la ville. La COS est organisée en comités de district, donc il y a un maillage en fait d'une quarantaine de district committees à la fin du siècle sur la ville, qui veille donc au niveau local à l'organisation des aides aux indigents. Voilà, donc tout ça pour vous montrer combien finalement l'interprétation, on ne peut pas dire public-privé, mais entre quand même une gestion plutôt publique via les Poor Law et privée est extrêmement complexe, et c'est un petit peu ça dont je vais vous parler ce matin à propos du cas des repas charitables. Donc voilà. Alors pourquoi les repas charitables? Ça pourrait paraître anecdotique, mais en fait pas tellement. Je pense qu'on peut les prendre un peu comme un cas exemplaire en fait, des questions et des difficultés auxquelles sont confrontés les membres de la COS à l'époque dans précisément leur tentative de coordination de l'activité charitable à Londres. Ils présentent aussi un peu une sorte de concentré de leur doctrine. Donc, dans un premier temps, nous verrons comment ces institutions et leur mode de fonctionnement entravent les formes d'encadrement du travail charitable, mais aussi d'encadrement des classes populaires que la COS souhaite mettre en œuvre. Et puis, dans un deuxième temps, on verra que la question des soup kitchens est révélatrice de tensions et de concurrence au sein du monde charitable lui-même entre différents types d'institutions. Alors, ce qui frappe, en fait, quand on rentre un peu dans ce sujet, c'est par exemple le petit nombre d'entrées de répertoire qui se réfèrent à ces institutions, et plus encore, le petit nombre d'institutions recensées dans le répertoire concernant les repas charitables. Ah oui, alors là, c'était une photo qui est plus tardive, qui date de 1908, enfin une représentation de cette soup kitchen. Donc là, voilà, représenté dans ce tableau, les entrées d'index dans le répertoire de la COS pour tout ce qui relève de l'alimentation. Donc en gros, il y a une catégorie qui est assez particulière, qui est celle-ci, Food Charities, avec un renvoi See Food under Local Charities. Et en fait, là, c'est vraiment toutes les aides qui se font au niveau des paroisses. Et on est là, non pas dans les soup kitchens ou dinner tables, mais bien dans les bons de pain dont tu parlais aussi tout à l'heure, ou les bons de viande, qui sont donnés de façon extrêmement limitée à quelques veuves de la paroisse avec qui une relation morale est nouée, je pense, très forte. Donc là, c'est très particulier, c'est pas ça dont on parle ce matin, c'est pas ça qui nous concerne. Ensuite, une autre entrée qui est un petit peu différente, qui est la Bread Reform League, qui est dans la catégorie divers au niveau de la catégorie sanitation, c'est pas ça dont on parle. En revanche, les dinners, tout ce qui relève du food relief, food trucks, soup kitchen se retrouvent bien dans la même catégorie, relief in distress, temporary, relief in kind, donc tout ce qui est en nature, et dont le sous-groupe où on mélange les missions, les soup kitchens et les rage schools, c'est-à-dire tout ce qui est relativement bas, je pense, dans l'échelle de valeur des membres de la COS. Donc toutes ces institutions sont reléguées, si je puis dire, dans la même catégorie. Alors, et au total, dans le répertoire, quand on essaye de les compter, il y en a une petite douzaine, ce qui n'est pas beaucoup quand on regarde ceci. Alors là, c'est un rapport qui a été fait par la COS en 1887, qui est spécifiquement dédié au thème Charity and Food, avec un tableau dans lequel ils ont recensé le nombre de repas charitables servis à Londres cette année-là. On ne sait pas comment ils sont vraiment parvenus à ce chiffre, mais ils ont conclu que 63 000 repas seraient servis tous les jours à Londres sous forme de repas charitables, ce qui paraît absolument considérable, surtout reporté à la petite douzaine d'institutions à peine mentionnées dans le répertoire à 3 ans d'intervalle. Voilà qui est un peu frappant. Je suis perdue dans mes notes, je ne sais plus où je suis, je vous prie de m'en excuser. Voilà, et en fait, donc ce rapport de 1887 fait suite à 2 rapports précédents consacrés par la COS toujours au même sujet, un en 1871 et en 1877, pour vous montrer à quel point quand même ça les interpellait. Et en fait, d'un rapport à l'autre, la conclusion est toujours la même. Il ne faut pas évidemment soutenir ce genre de distribution alimentaire, car finalement elle représente tout ce contre quoi se battent les agents du monde philanthropique.
D'une part, c'est une forme de charité qui s'apparente à l'outdoor relief, c'est-à-dire le secours à domicile, monétaire ou en nature, qui toujours menacerait de faire tomber les récipiendaires dans la dépendance. Ça, c'est très connu. En même temps, l'offre de repas charitable est d'autant plus condamnable qu'elle se substitue aussi au savoir-faire féminin en matière de cuisine et d'économie domestique, à une période où la légitimation de l'économie domestique repose en partie sur un discours qui dénonce les effets délétères du travail féminin sur la bonne tenue du foyer. Ceci dit, cet argument n'est pas partagé par l'ensemble des membres de la CIOS, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps d'y revenir. Et puis enfin, ça se substitue à la tâche ultime qui reviendra à une épouse d'assurer les repas de sa famille. Bon, je passe, mais on peut noter comme ça toute une série d'arguments à l'encontre en fait de cette forme de distribution. Et en fait, d'après les membres de la CIOS, évidemment, cette forme de distribution de repas charitables a des effets d'autant plus délétères qu'elle s'exerce de façon indiscriminée. Et là, on en revient à le credo de la CIOS, qui lutte contre la charité indiscriminée, indiscriminate charity, et contre lequel elle se mobilise très largement en utilisant un outil qui est le casework, l'étude de cas. La CIOS, notamment londonienne, est connue pour avoir mis en place le casework, qui est une enquête à domicile et de voisinage qui permet de déterminer le bien fondé de la demande des candidats au secours et le type de réponse à y apporter. Et c'est vraiment une démarche qu'elle va systématiser. Il y a énormément de littérature là-dessus et ça va être repris par tout le milieu du travail social. Ici, avec les repas charitables, pas d'enquête préalable pour en bénéficier. Comme on peut le voir ou pas, parce que c'est tout petit, sur cette diapo, pour accéder au repas, il faut se munir d'un ticket qui, là, fixe le prix à 1 penny. Donc la libéralité des formes de distribution, en tout cas ce qui est perçu par les membres de la CIOS comme une forme de libéralité des formes de distribution, sans enquête préalable, qui est renforcée par la question d'un coût très peu élevé, lorsque c'est payant, ce qui n'est pas toujours le cas, ne ferait qu'entretenir évidemment chez les récipiendaires l'illusion qu'ils paient un repas et les découragerait à recourir au marché économique. Donc là, on voit bien l'institution qui se situe à mi-chemin entre, en tout cas, la dimension parfois économique de ces institutions rend la tâche plus compliquée en fait pour les membres de la CIOS, qui considèrent que ça relève soit du marché économique, ça n'a rien à faire dans le milieu philanthropique, soit à ce moment-là, ça revient de plein pied dans le milieu philanthropique, mais les façons de fonctionner, en fait, ne correspondent pas du tout à ce qu'ils souhaitent mettre en usage, et ça leur pose tout un tas de problèmes. Pourtant, en fait, en regardant de plus près les arguments avancés par leurs détracteurs, en fait, les repas charitables semblent avoir des effets délétères davantage sur l'organisation de la charité elle-même que sur la condition des pauvres. Et j'en viens là à mon deuxième point, sur les tensions et les concurrences que suscitent ces institutions au sein du monde charitable. En s'affranchissant notamment du casework, les institutions qui distribuent ces repas se placent d'emblée en dehors de l'autorité de la CIOS et de son champ d'intervention. Donc, je vais vous lire un court extrait du rapport de 1887, lequel a été écrit par une commission spéciale de la CIOS, composée de certains de ses membres. Pour faire ce rapport, en fait, la commission a puisé à 3 sources principales pour se documenter sur ces repas. D'une part, sur les rapports établis par donc, les district committees de la CIOS. Chaque district, chaque année, fait un rapport annuel. Ces rapports offrent notamment des descriptions des institutions et de leur fonctionnement, l'échelon du district. Il y a également une liste d'institutions classées par Poor Law Division dans le rapport. Et puis enfin, une enquête orale où la commission a entendu 13 témoins, essentiellement des personnes en charge de ce type de repas, ainsi que 2 ouvrières qui en ont bénéficié. Et à travers ces sources et les auditions, le rapport met en évidence une tension ou une concurrence, en tout cas l'analyse qu'on peut en faire, met en évidence une concurrence entre plusieurs sources d'offres de secours, ce qui est particulièrement explicite dans l'audition de Mrs. Paddington, qui est secrétaire honoraire d'une institution qui distribue des petits déjeuners gratuits pour les écoliers du voisinage. Alors, le chairman lui dit concrètement, vous prenez en charge, donc cette institution, le travail qui revient à la Poor Law. Mrs. Paddington, non. Le chairman, ce soutien que vous prodiguez relève du secours à domicile. Mrs. Paddington, est-ce que la Poor Law donnerait quoi que ce soit aux parents dans une telle situation? Dans un grand nombre de cas, ils n'auraient rien. Dans l'autre, ils ne demanderaient pas. Le chairman, il y a des cas que vous découragez de venir à la paroisse d'une manière ou d'une autre. Mrs. Pennington,
Je pense que je peux répondre avec certitude qu'aucun de ces cas ne relève de la paroisse. Donc on voit bien là la difficulté aussi qu'ils ont et la façon dont pour la CES, en fait, ces institutions leur captent des publics qui, d'après eux, relèvent d'autres formes de gestion en fait, de la charité et en particulier de la pour l'autre, de la paroisse, qui reste sous la coupe aussi de la CES. Mais pire encore que ça, j'allais dire, certaines de ces institutions font concurrence à la CES, en particulier lorsque certaines de ces institutions charitables sont je cite, en relation étroite avec des institutions confessionnelles dont certaines utilisent la distribution de nourriture dans le but de recruter de nouveaux auditeurs. Donc on voit que ces crispations autour de la distribution de nourriture ne font que révéler des tensions plus générales entre la CES et une série d'institutions plutôt non conformistes, en particulier les missions, qui, en ciblant au plus près des poches de pauvreté, assurent une concurrence marquée sur le front philanthropique. Et c'est sûr que la distribution de repas gratuits est plutôt auréolée d'un certain succès. Donc là, j'aimerais ouvrir un travail en cours avec Stéphane Baciocchi sur l'inscription spatiale des œuvres charitables pour Londres. Je vais vous montrer quelques cartes. Oui, là, c'était pareil, des photos plus tardives prises en 1907. Donc ça, c'est la façade de la Missions, dont on va reparler tout de suite, qui distribue des repas charitables. Et là, c'est la façon dont l'institution représente elle-même la soup kitchen avec deux espèces de matrones, l'air un petit peu sévère. Ça, c'est juste pour vous montrer. Donc, une carte de Londres avec des divisions administratives. Avec Stéphane, nous avons travaillé plus précisément sur le District Committee de Kensington et puis sur Deptford, qui est là, en partant du principe que c'était deux quartiers de Londres extrêmement différents socialement. Un plutôt, on va dire, ouvrier, populaire, dont l'organisation est basée sur les docks, en fait. Et puis Kensington, qui est voilà, le district assez chic. On possède pour ces deux districts la liste des membres, à la fois la liste des membres de la CES, mais aussi tous les donateurs pour lesquels on avait également les adresses. Donc on a commencé aussi à travailler de façon un peu prosopographique sur ces deux districts. Là, je vais vous parler, je vais juste vous donner l'exemple de Kensington. Voilà. Alors, ce que nous avons fait, c'est que donc Stéphane a construit un système d'information géographique en récupérant un fond de carte des années 1880. Et sur ce fond de carte, nous avons superposé le fond de carte de l'enquête de Charles Booth, que vous connaissez certainement, avec des codes couleurs pour les rues selon les niveaux de pauvreté qui sont indiqués là. En gros, plus c'est jaune, plus c'est riche, plus c'est foncé et noir, plus c'est pauvre. Donc Kensington, qui est quand même connu pour être un des districts les plus chics et les plus riches de Londres, on se demandait comment on fait pour revenir en arrière. Voilà. Hein, on pensait, nous aussi, qu'on ne trouverait aucune institution dans ce district en pensant qu'il n'y avait pas de pauvres. Quelle erreur! En fait, dans les années 80, il y a encore des pauvres. Il y a même des rues très pauvres, comme vous pouvez le voir, là où c'est bleu et noir. Et là, il y a même un slum, en fait, avec des familles qui se sont installées progressivement de façon totalement anarchique. C'est un coin complètement insalubre. Ça ne veut pas revenir en arrière. Voilà, où ils élèvent des cochons. Enfin bon, petit à petit, ça va être assaini, mais c'est vraiment le point noir justement de Kensington. Ce que j'ai entouré, c'est la Missions que j'ai montré tout à l'heure, qui a une soup kitchen en fait là. Donc les points noirs, ce sont les institutions. Je ne reviens pas sur la façon dont elles se répartissent au niveau du district. Voilà, je pourrais vous dire des choses, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui. On va zoomer sur cette partie-là pour vous montrer autre chose. Voilà, donc là, ce sont des institutions qui sont là. Vous avez en rouge les missions, en bleu les churches et en jaune les chapels. Alors, c'est là que je rencontre mes limites en termes d'histoire religieuse, en particulier anglaise. Ceci dit, ce qui nous frappe, et ce que j'aurais aimé approfondir pour aujourd'hui, puis malheureusement, je n'ai pas eu le temps, c'est que ce que nous pensons, c'est qu'effectivement, les missions, qui sont certainement les institutions les plus récentes, les plus mobiles aussi, s'installent vraiment dans les poches de pauvreté. Vous voyez, là,
Il y en a une petite là, partout les rues sont bleues et foncées, elles sont là. Alors que là, on a la grosse église, la grosse paroisse en fait de Kensington. Et notre hypothèse, c'est que, en particulier, les soup kitchens sont certainement établis dans ces institutions les plus récentes, qui se situent vraiment sur les fronts de pauvreté, donc les fronts philanthropiques en fait. Et je pense que là, on peut avoir une sorte de visualisation aussi des formes de concurrence entre différents types d'institutions, entre les missions plutôt non conformistes et les churches extrêmement bien établies, Church of England. Et voilà, certainement via cette représentation un peu comme ça géographique, on commence à comprendre aussi des formes de concurrence et des façons des modes d'organisation de la philanthropie à Londres à l'époque, qui marchent, je pense, particulièrement bien pour les repas charitables. Voilà. Dernier point pour finir. Je vous laisse apprécier cette citation tirée toujours du rapport de 1887. J'ai renoncé à essayer de la restituer en français, je n'y arrive pas, ça n'est pas qu'une question de traduction, je pense, c'est tout un état d'esprit. En tout cas, oui, c'est ça, c'est tout un état d'esprit, je pense, de la philanthropie anglaise de l'époque. Juste pour revenir sur cette question du marché, puisqu'effectivement, on voit qu'une des difficultés aussi que posent les repas charitables, c'est le positionnement de la philanthropie par rapport au monde marchand. Mais aussi du coup la définition des publics et où est-ce qu'on place le curseur par rapport à ceux qui sont méritants, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne relèvent pas de la charité mais qui relèveraient plutôt du marché, sont des questions, je pense, qui émergent avec en particulier ces institutions-là des repas charitables. Donc faire bon usage de la charité serait aussi peut-être faire bon usage du marché. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Là, je vous remercie.